Si vous me le permettez, Hassan et Pierre-Yves, ce n'est pas pour privilégier spécialement le Maroc, hein, mais c'est effectivement de se demander qu'est-ce qu'on peut faire de cette force selon vous. Vous êtes deux personnes comme les autres qui avaient beaucoup réfléchi sur l'expansion de l'écotourisme, ses limites aussi, la surfréquentation, tu l'as dit Pierre-Yves, les dangers d'une reproduction un petit peu dangereuse qui puisse dénaturer un petit peu et l'écotourisme et évidemment les patrimoines naturels. Comment on peut imaginer vous mettre en relation à travers un réseau qui pourrait être composé de dizaines, pour commencer, de producteurs tels que vous, à travers, par exemple, un mois comme le mois de l'écotourisme euroméditerranéen qu'on aimerait beaucoup pouvoir organiser des FIMED au mois d'octobre 2021, vous réunissant déjà les producteurs, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant à travers au-delà de vos propres productions, mais du témoignage de ce que vous aspirez de voir se développer à travers le secteur de l'écotourisme. Alors, je commence peut-être par Pierre-Yves. C'est une très bonne question, mon cher Eric, et je pense que c'est une question des plus compliquées parce que on a tous volonté à faire que nos modèles soient repliqués, dupliqués depuis. J'imagine que nos amis qui ont créé des fermes aussi rêvent que l'environnement soit biologique, naturel. Nous, on a fait du tourisme et on a rêvé que ce tourisme ait une autre odeur et une autre saveur. Et je suis tenté de dire qu'on a finalement contribué à notre succès et en même temps, on a peur de notre succès, quoi, parce que on en voit bien les forces et les limites quand on en est victime. Hein. Quand ça marche pas, on se lamente et quand ça marche, on se lamente aussi. Donc finalement, il n'y a que la sagesse humaine qui permettrait à la fois de repliquer en établissant des modèles ou des cahiers des charges vertueux, et puis la sagesse qui permettrait de se limiter en termes de fréquentation. Mais ça, est-ce qu'on en est capable quand on a créé des entreprises et qu'on a envie qu'elles soient prospères, qu'elles se développent et que… donc c'est extrêmement compliqué pour moi parce que… Mais dis-moi, Pierre, dis-moi, et puis Hassan aussi, enfin tout le monde, une question que je te pose, c'est vrai qu'en vous observant, en vous écoutant tous, j'ai rencontré un député français écologiste récemment dans le cadre d'une animation de débat. Je lui ai parlé de l'écotourisme et il m'a fait cette remarque qu'on pourrait vous faire. Est-ce que vous pensez vraiment que l'écotourisme est réservé à une élite, et notamment une élite financière? Est-ce que finalement, il a laissé entendre pour les bobos, pour ceux qui ont les moyens de se le payer, et ça concerne vraiment une très grande marge de la société? C'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est sa vision à lui. Ça, c'est sûr. Ouais. Hassan, tu réagirais comment, toi? Parce que vous avez tous les deux, comme d'autres, je pense à Claude Fussler, vous avez quand même des domaines extrêmement beaux qui sont quand même au départ, peut-être, je me permets de le dire, réservés quand même à une clientèle qui doit avoir les moyens de se l'offrir. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se l'offrir. Est-ce que vous pensez que l'écotourisme doit être finalement élitiste, et pourquoi pas, ce qui le préserverait de ce que tu viens de dire, Pierre-Yves, de la surfréquentation, ou est-ce qu'au contraire, il doit se démocratiser, mais alors de quelle manière? C'est une question tout à fait légitime et pertinente. Je pense aujourd'hui, partant juste du Maroc, le cas que je maîtrise mieux, on a quand même de belles structures, que ce soit un peu une gamme supérieure, moyenne ou une gamme, on va dire une entrée de gamme. Donc en fait, je pense en termes de l'offre, il y a une offre diversifiée. Donc c'est vrai, peut-être nous, on s'est positionné dans une gamme plutôt moyenne, voire moyenne supérieure, parce qu'il y a un engagement aussi, parce qu'il faut trouver un équilibre, et parce qu'aussi on a des projets qui interviennent vraiment au niveau local à une échelle relativement, par rapport à nos moyens, relativement importante. Donc je dirais aussi que ces structures-là, si on retient par exemple des structures qui sont un peu une gamme un peu moyenne, voire un peu supérieure, mais toujours dans la taille humaine, bien sûr, hein, ils sont souvent entourés par plusieurs producteurs, on va dire petits producteurs qui font vivre. C'est comme des agrégateurs et qu'on devrait, à mon avis, renforcer.
Parce qu'en fait, il y a la place pour tout le monde, tout simplement. Mais à la fois, il ne faut pas galvauder un peu tout ce qu'on fait, ni la pratique d'écotourisme, parce que c'est aussi je ne vais pas dire élitiste, mais quand même qui ne doit pas être, doit pas être un écotourisme, entre parenthèses, qu'on va rendre un tourisme plutôt de masse. Donc là, il faudrait peut-être trouver ces équilibres-là, un équilibre à ce niveau-là pour permettre, c'est vraiment un développement de l'écotourisme comme nous, on le souhaite. Ça veut dire qu'il est responsable écologiquement, éthiquement, socialement et culturellement. Je pense qu'on a de très… D'ailleurs, j'ai suivi un peu toutes les présentations depuis tout à l'heure. Donc, je suis vraiment très content d'entendre toutes les autres expériences parce que peut-être nous, on est chacun, tout un chacun dans son petit coin, peut-être territorial, et que parfois il se pose des questions. Est-ce que sur la bonne voie? Est-ce que ce qu'elle fait, c'est vraiment pertinent? Est-ce que parfois il y a des amis qui me disent ah c'est bien, dans là où tu es seul, eh ben, j'aurais bien aimé avoir d'autres parce que parfois on se demande est-ce qu'on est fou quoi, enfin au sens on se dit est-ce que vraiment ce qu'on fait a du sens donc mais on est un peu rassuré parce qu'on arrive à allier quand même les gens qui sont autour de nous. Mais si on peut passer là peut-être pour revenir sur ta première question, passer à un niveau on va dire un peu plus à une échelle plus importante, je pense que ça va nous aider à renforcer ce qu'on fait et aussi à nous positionner, mais également à défendre les valeurs, nos valeurs. Et je pense que c'est ça l'intérêt de créer un réseau méditerranéen. Et d'ailleurs, moi, ça me rappelle un peu il y a quelques années, lorsqu'on a essayé de faire certains réseautages au niveau local et régional, et Dieu sait que ce n'est pas facile. C'est un défi, hein, créer un réseau et surtout le faire vivre. Ce n'est pas une tâche facile. Hein. Il faut des gens, des dynamos, des gens comme toi, Eric. Hein. Oui, mais Sinon, ça le tombe bien, réseau, j'ai pas grand-chose à faire. Mais sinon, le réseau, il peut pas aller très loin. Il faut des gens passionnés, mais aussi il faut des moyens humains et des moyens financiers pour le soutenir. Parce que vraiment, je pense qu'on est tous des gens convaincus et qui peuvent vraiment aller très loin, mais on a besoin vraiment d'un cadre qui est, on va dire, favorable pour qu'on puisse aller plus loin. Voilà. Mais dites-moi, tous les deux, mais là, je pose la question à tout le monde. Alors, utilisez vraiment le chat, hein, parce que, alors, par contre, le virtuel, c'est formidable, parce que je ne vous aurais pas eu en présentiel pour vous animer tous, ça c'est sûr. Mais on est vraiment aveugle, comme vous le savez, et je ne vois pas vos réactions et je ne sais pas qui veut intervenir. Alors, vous avez une petite main, normalement, hein, que vous pouvez utiliser. Et utilisez vraiment le chat sinon, mais dites-moi, en vous écoutant, et je pose la question Tunisie aussi pour la France, est-ce qu'il n'y aurait pas une pertinence d'organiser, par exemple, des visites d'élus, de pouvoirs publics représentatives, qui pourraient être sensibilisés, intéressés ou qui, à titre de curiosité, vous découvrirez parce que vous, comme tu l'as dit Hassan, comme vous l'avez tous dit, vous générez quand même généralement une économie circulaire, même une économie locale, qui peut être très intéressante à reproduire et adapter sur d'autres territoires. Est-ce que ça serait quelque chose, alors je commence par toi Hassan, mais est-ce que ça serait quelque chose de pertinent ou qui existe déjà peut-être, je ne sais pas, à initier? Oui, moi, à mon niveau, au niveau territorial, que ce soit local ou régional, voire même national, depuis que je me suis lancé dans l'écotourisme et le tourisme durable, c'était presque une nécessité parce que dans les milieux où nous sommes, il y a bien sûr il y a plusieurs acteurs locaux. Parmi ces acteurs névralgiques, c'est les élus. Qu'on ne le veuille pas, parfois ils sont sensibilisés et généralement, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait aller vers eux. Donc, aller vers eux, essayer de les convaincre, essayer de leur parler, essayer de les intéresser. Parce qu'un élu, comme partout ailleurs, il faut toujours l'intéresser. Oui, parce que ça arrive, il va aimer ce que vous faites, oui, mais alors? Donc, pour lui, il faudrait vraiment l'intéresser. Peut-être que c'est ça un peu où il faut une certaine intelligence, on va dire, sociale, essayer de l'intéresser et de le faire impliquer. Bah, je pense que nous tous, j'ai entendu tout ce qui a été dit avant, donc on fait toujours quelque chose qui pourrait et qui devrait intéresser nos élus. Et parce que c'est eux qui donnent les autorisations, c'est eux qui, je pense surtout dans des pays du Sud, c'est eux qui devraient faire des entretiens, des sentiers, qui devraient ramasser les poubelles, c'est eux
qui sont parfois, qui donnent certaines autorisations, c'est eux qui peuvent vous faire du bien, ou le contraire, c'est aussi possible. D'où l'intérêt de s'approcher de ces élus-là, parce que pour moi, c'est des acteurs vraiment névralgiques pour qu'on puisse aller plus loin. Ça, je suis intimement convaincu. Pierre-Yves, puis Hichem, puis Skander, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Pierre-Yves. Juste pour faire une discrétion en retour là, sur l'affirmation de l'élu, comme quoi c'est pour les bobos. Au Maroc, en Tunisie, je connais un tout petit peu, et puis en France aussi, dans des coins comme l'Ardèche, qui ont été très en avance sur l'écotourisme, qu'on n'appelait pas écotourisme, dont on ne faisait pas des visioconférences à l'époque, etc. Au Maroc, on commençait à 20 ou 30 euros la nuit pour dormir, souvent avec le repas inclus. Donc on était dans une offre qui était ou qui est toujours à certains endroits très bon marché. Maintenant, il y a des nouvelles offres comme celles qu'on a vues aujourd'hui qui sont peut-être beaucoup plus onéreuses, mais parce que quand on est une famille et qu'on fait vivre un établissement, eh ben, on est dans une réalité qui est différente d'un hôtel de 100 chambres. Donc, il y a aussi un rapport à nuancer dans ces aspects-là. Et sur les élus, c'est une grande question, mais Hassan a raison, on est dans des environnements hostiles, hostiles par la méconnaissance, et voire même pour des pays comme le Maroc où quelque part j'ai envie de dire les élus fuient le modèle ancien pour un modèle nouveau. Et le modèle ancien du Maroc, c'est l'écotourisme rural et on veut fuir vers des villes. Donc on est dans une ambivalence. Maintenant, moi j'ai trouvé 2 ou 3 arguments pour convaincre les élus du bien fondé de nos démarches. C'est la question de l'emploi rural que l'on est capable de maintenir, parce qu'on a parlé en France d'exode rural et on en parle aujourd'hui fortement dans des pays comme le Maroc. On maintient de l'emploi rural, on crée de l'activité économique dans l'emploi rural. Donc, il faut qu'on aille sur les théories et les thèses, les chiffres qui parlent à des élus locaux. Si on leur parle juste de préservation des espèces, de la biodiversité, etc., on est des folkloriques. Hein. On est encore dans les années 80, 60 ou 70 de Babacool, rêveur, voulant créer un nouveau monde, mais il faut qu'on appuie notre action sur des chiffres réels par rapport à de l'emploi, par rapport à la richesse d'alimentation, etc. Hichem, et puis Skander après, vous en pensez quoi en Tunisie? Oui, nous personnellement, les élus, je ne les ai pas fait venir dans le sens où il y a beaucoup de partis en Tunisie et se mettre dans un parti politique, ça ne m'intéresse pas parce que je suis apolitique. Mais par contre, j'insiste sur les conseils d'administration parce que ce sont des gens qui sont très actifs et qui vont faire ça. Et l'idée va faire boule de neige et le bouche à oreille va faire que les gens de la campagne vont pouvoir être plus connus et plus appréciés par ces gens de la ville qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je m'oriente pour l'instant dans les conseils d'administration pour pouvoir divulguer le gîte rural sous son meilleur angle. Très bien. Skander, qu'est-ce que vous rejoignez un petit peu Hichem sur cette opinion? Claude, tu lèves la main. Alors, quand je dis vous m'entendez, c'est bon? Skander, oui, allez-y. Oui. Alors, oui, je rejoins bien sûr Hichem. C'est vrai que moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais parler par contre d'autre chose. En ce qui me concerne, en ce qui concerne ma région, en ce qui concerne les villageois qui sont autour, l'intégration pour les villageois, elle est formidable ici. Je trouve que presque une cinquantaine de familles qui sont directes ou indirectes impliquées dans ce projet. Et ça, je trouve que c'est formidable. Sinon, moi, je vais parler d'autre chose. Excusez-moi de rentrer dans un autre chose. Nous, on est en train de parler avec un regroupement de toutes les associations à Zagon. Hier, j'étais à un projet avec l'IHEC Carthage et un symposium en 4e édition sur le tourisme durable. Et j'ai parlé de la région de Zagon, le village qui devient durable pour moi. Donc, on est en train de parler Zagon 2030. Tout le village, il va être en 2030. On est en train de travailler avec toutes les associations de l'océan de l'écotourisme, l'association des agriculteurs, toutes les associations qui sont dans la région de Zagon,
pour un projet en partenariat avec l'IHEC Carthage et en partenariat avec la GIZ pour faire de telle sorte que cette petite ville de 20 000 habitants, comme j'ai eu la chance de visiter Freiburg, comme j'ai dit tout à l'heure, d'imaginer une ville durable à 100%. Donc, c'est un travail sur une dizaine d'années, ça sera 2030-2040. Il y aura des étudiants qui seront avec nous, qui auront des masters en écotourisme. Et là, j'ai tenu à parler de ça parce que ça me prend en cœur ce projet. Donc, j'espère que d'entre vous, si vous connaissez des gens qui ont travaillé sur ce projet, nous serons très enchantés qu'ils nous rejoignent pour ce petit rêve de la région pour qu'elle devienne durable 2030-2040. Merci. Merci. Eric, Claude. Eric, Non, qui? Pardon, Eric, Eric, là, je ne sais pas qui c'est. Eric, Oui. c'est moi, c'est moi. Ah, Sam, ok. Juste une petite parenthèse. Eric, tu m'entends? Très, très bien. Oh, oui. Donc, juste une petite parenthèse, peut-être parce que là, vous avez posé la question sur l'implication des élus. Je pense que le rôle des élus aussi de développer leur territoire, mais aussi nous, en tant qu'acteurs de l'écotourisme, c'est vraiment à travers eux qu'on pourrait pérenniser notre activité. C'est question parfois même d'existence. Vous imaginez un élu, vous êtes dans un territoire qui est censé être protégé ou où vous exercez une activité écotouristique, c'est cet élu-là qui peut malheureusement aussi vous faire très mal en autorisant des activités qui sont nuisantes. Et d'ailleurs, ils peuvent l'autoriser soit par ignorance, souvent par ignorance. Donc, ce travail d'aller vers l'élu, ce n'est pas que de nous aider, mais aussi d'éviter des dégâts irréparables. À travers l'associatif, c'est vrai, on peut faire des choses, mais celui finalement au niveau territorial et local qui va prendre la décision finale, c'est cet élu avec son conseil communal. Donc, on doit le sensibiliser, le mobiliser, ne serait-ce que parfois juste éviter des bavures qui peuvent influencer directement notre activité. Donc, au-delà de l'appui qu'il pourrait donner, parfois de le sensibiliser, je pense, qu'on ne le veuille pas, c'est une nécessité pour nous vraiment d'aller vers ces élus-là et d'essayer de lier, de tisser quelques liens avec eux pour éviter éventuellement des désagréments qui pourraient nuire considérablement au développement de l'écotourisme. Alors, les visites d'élus, ce n'est pas pour spécialement, personnellement, vous aider, c'est encore une fois de vous écouter, d'entendre votre témoignage et de s'inspirer de votre expérience à travers les propos comme ceux que tu viens de tenir, hein, Hassan. C'est vraiment de dire, et Pierre-Yves l'a bien souligné tout à l'heure, écoutez, ce n'est pas la peine de faire du copier-coller non plus n'importe comment. Il ne s'agit pas de reproduire bêtement et de faire 30 écologes de l'Atlas. Il s'agit de respecter un certain nombre de valeurs et de comprendre les équilibres qu'il faut tenir à travers ça. Donc, il y a toute une formation, tout simplement, à doter auprès des élus pour qu'ils entendent et l'intérêt de soutenir ce type d'écotourisme, mais tout en le régulant, bien évidemment. Hein, c'est dans cet esprit-là. Peut-être Claude, alors Claude, quand je dis lever la main, c'est que vous avez un dispositif en visioconférence, moi non, mais qui vous permet de lever la main virtuellement, parce que si vous levez la main derrière la caméra, ça va être très difficile pour moi. Mais je t'ai vu, Claude, vas-y. Bon, tu as vu ma main, c'est déjà pas mal. Parce que moi, je ne vois pas le petit dispositif, ça ne fait rien. Moi, je pense que c'est important. En tant que réseau, nous, ce qu'on peut donner, c'est un éventail de compétences prouvées, hein, puisque je pense que tous, nous vivons économiquement et on crée des emplois et on contribue, on paye des impôts et des taxes d'habitation et des taxes foncières, etc. Donc, on crée de la richesse. Mais on parle toujours de l'élu. En tout cas, en France et dans notre région, on a un intermédiaire qui est pratiquement délégué par les élus, c'est les offices de tourisme. Et je pense que c'est un levier important parce que c'est au niveau de l'office de tourisme qu'on peut en inspirer d'autres et qu'on peut également créer une demande des besoins qu'on a, soit des choses qu'il faut éviter,
comme ce que disait Hassan, soit des choses qu'il faudrait créer. Enfin, ici, moi, je fais pression un peu seul, mais ils sont vraiment à l'écoute je voudrais qu'on découple l'empreinte carbone du tourisme du plaisir de visiter des lieux. Donc, ça passe par la randonnée pédestre, ça passe par la randonnée cycliste. Et pour pouvoir faire de la randonnée pédestre et de la randonnée cycliste, eh bien, il faut des guides et il faut des cartes qu'un seul hébergeur ne peut pas créer tout seul, mais qu'un office du tourisme peut créer, ou que quelques hébergeurs peuvent se mettre ensemble et au moins créer les itinéraires, mais après, qui est-ce qui va imprimer la carte? Donc, je pense que des réseaux comme Defimed peuvent créer un portefeuille de compétences et d'exemples à suivre, mais que le levier important vis-à-vis des politiques, c'est de passer par les offices de tourisme. En tout cas, moi, je pense que c'est plus pratique que d'essayer d'influencer le politique directement. Très bien. Tony, j'aimerais aussi t'entendre, peut-être, parce que je sais que tu as un point de vue sur ça. Et puis, je vais improviser parce qu'on a la chance d'avoir quand même des personnes de qualité qui nous écoutent. Et je voudrais demander son avis d'abord à Philippe Verguin par rapport à une question qui est celle d'un itinéraire. Est-ce qu'on peut imaginer un itinéraire qui pourrait relier des producteurs écotouristiques? Alors, je sais que les itinéraires, je ne vois plus Pierre, je ne sais pas s'il est là, mais je sais que les itinéraires relient des collectivités territoriales, mais est-ce qu'on peut imaginer ça? Et puis, j'aimerais aussi entendre Anne-France, je pense que je t'ai vu, Anne-France, hein, tu t'es connectée, je pense que tu es toujours là, notre présidente, pour voir aussi si elle peut réagir à ce qu'elle a entendu, et je sais qu'elle est très inspirée pour ça. Mais Tony, déjà, ton avis par rapport à ce rassemblement, ce réseau de producteurs, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant? Est-ce que pour toi, il faut vraiment associer les élus ou plutôt travailler déjà entre vous? Ouais, je crois que l'opportunité de Defimed vis-à-vis des élus ou vis-à-vis, je dirais, des institutions au sens large, ça serait effectivement de pouvoir informer, motiver. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, alors non pas forcément les élus, parce qu'ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres priorités, mais par contre, travailler un peu dans ce qu'on disait là sur les offices de tourisme, mais il y a d'autres techniciens, si j'ose dire, des opérateurs dans les communes, dans les communautés de communes, des gens qui s'occupent du tourisme, des gens qui s'occupent de l'aménagement, tous ces gens-là sont des techniciens qui connaissent bien leur métier, mais qui n'ont pas forcément l'information. Là, de ma part, j'ai invité plusieurs communautés de communes. Ils m'ont dit, mais dès que vous avez un compte rendu, moi, ça m'intéresse. Donc, ça les intéresse, mais ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas, c'est pas une de priorité. Donc, peut-être que l'objectif de Defimed serait effectivement d'envoyer les attendus de cette université, peut-être des vidéos, puis peut-être en faire une table ronde avec eux pour savoir ce qu'ils en attendent. Parce que finalement, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que nous, on leur a rapporté, mais c'est surtout qu'eux nous disent ce qu'ils nous attendent pour faire leur travail correctement. À ce propos, peut-être en troisième rang, Guylaine, tu pourras peut-être réagir, ancienne maire de Biot, ton avis serait précieux. Peut-être Philippe. Alors Philippe, je ne sais pas si tu souhaites ou tu peux intervenir. Il faut que je vous quitte à 16h15, hein, je te le dis, parce que j'ai une Alors autre Anne-France, réunion, on va commencer par toi. si ça ne vous embête pas, ouais. Merci, désolé de couper un peu la parole. Bon, mais en tout cas, moi, je me réjouis parce que je vois bien que finalement, au fond, la première utilité de Defimed, déjà, c'est d'avoir la chance, finalement, au fond, de vous rassembler les uns les autres et puis de pouvoir, au travers de toutes vos initiatives et de cette intelligence collective, faire réseau. Je crois que c'est déjà notre première comment dire, volonté, c'était celle-là. C'était que les éco-producteurs, les acteurs sur le terrain, et ceux qui ont pris des initiatives, rencontré des difficultés, eu des succès, des réussites, puissent partager ça, parce que ça, c'est nécessairement inspirant. Rien que ça, déjà, inspirant.
Ça crée du lien, ça crée des retours d'expérience pour chacun. Et puis effectivement, du coup, maintenant, avec le web, eh ben, ça permet de le faire relativement facilement et à moindre frais. Donc, je pense que ça, déjà, rien que ça, en fait, c'est déjà passionnant et extrêmement riche. Ensuite, et ça, c'est un peu bon, disons, on n'est pas ni dans le top-down ni dans le bottom-up, mais on est là-dessus. Après, je pense que c'est vrai que si notre objectif, c'est de construire le premier réseau euro-méditerranéen comment dire, de territoire écotouristique, forcément que, eh bien, il faudra aussi y mettre les acteurs, parce que certains disaient, on ne peut pas faire de l'écotourisme et notamment travailler la régulation du tourisme, parce que c'est ça le sujet pour tous les problématiques de tourisme en termes de durabilité, c'est au-delà du fait que chacun d'entre vous va faire énormément d'efforts pour que chacune de vos initiatives soit sobre en carbone, écologique, des ressources, respectueuse des coutumes, valorisant les patrimoines et tout ça. Bon, si vous êtes dans un environnement qui ne permet pas cela, qui n'est pas du tout propice à cela, ou bien qui vient contrecarrer vos initiatives, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'il faut aussi petit à petit qu'on arrive à faire entendre, y compris aux promoteurs du tourisme. L'année dernière, on avait encore dans certains projets touristiques français qu'il fallait qu'on passe de 80 millions à 100, etc. Donc ce n'est pas facile de faire comprendre que la question du tourisme, qu'elle soit de l'écotourisme ou du tourisme en général, s'accompagne sans doute aussi d'une régulation de la fréquentation et peut-être voir de passer du quantitatif au qualitatif et de réduire nécessairement ou d'étaler ou de saisonnaliser, enfin bref, de trouver les moyens d'une fréquentation touristique qui soit suffisamment basse pour qu'elle soit en lien avec la capacité de charge des milieux, des personnes, des habitants du coin, des milieux, que tout ça soit supportable. Donc effectivement, il y a un moment, il faut, ça c'est sûr, sensibiliser les élus, et certains le sont déjà. Certains adorent leur territoire, on a des collectivités, on en connaît, qui sont tout à fait d'accord, qui font déjà plein de choses, il y a des lieux de durabilité. Donc dans ces endroits-là ou dans ces collectivités-là, à tous les niveaux, on peut sans doute trouver des alliés qui pourront eux aussi, en montrant les bénéfices d'une autre approche plus durable, peut-être faire des émules. Alors, ce qu'on voit dans nos universités aussi, c'est que les impacts d'un tourisme de masse commencent quand même à coûter cher aux collectivités, notamment les villes. Et donc, ceux-là commencent à dire, oula, il faut qu'on régule, nos citoyens en ont ras-le-bol, ça nous coûte beaucoup d'argent. Il y a même des cités comme celles qui valorisent des patrimoines comme Venise, Barcelone ou autres qui n'en peuvent plus, qui n'y arrivent plus, qui voient même des dégradations et des coûts très importants. Donc moi, je ne désespère pas qu'à terme, on arrive à embarquer, si on peut dire, des grandes villes et petit à petit des plus petites et qu'on arrive au bout d'un moment à un certain consensus sur les collectivités. Et puis bien après, le dernier créneau quand même, et c'est un peu le job, et je sais que Eric est très sensible à ça, donc je le dis, c'est que les usagers, les touristes eux-mêmes, on arrive à les embarquer aussi. Et ça, c'est grâce à vous un petit peu, parce que c'est parce que vous allez proposer des choses qui correspondent à ce dont ont envie les gens maintenant, et le Covid a renforcé ça, que des choses plus authentiques, des choses plus saines, des activités familiales où on peut respirer, s'inspirer, voir des lieux magnifiques, rencontrer des gens sympathiques, être accueillis avec des vraies confitures, des vrais fruits bio, etc. Tous les produits que vous faites, des activités très en lien avec la nature. Tout le monde sait maintenant que tout ça, ça fait beaucoup de bien. Je pense que les gens le ressentent. Et les gens des villes qui n'ont jamais vu la campagne, il est temps que quand même ils fassent le lien entre ce qu'ils mangent et puis la manière dont ça pousse quand même. Sinon, on va jamais s'en sortir. Donc, vous participez de tout ça. Et donc, le boulot qu'on a aussi à faire, c'est toutes ces portes ouvertes où on essaye de mettre en lien les visiteurs, les riverains, les voisins, les touristes même qui viennent d'ailleurs, avec vous-même, pour pouvoir leur faire goûter à cela, et puis parce qu'ils sont très nombreux et qu'on a tous les réseaux et qu'ils puissent déployer tout ça et vous faire mieux connaître, et que vous puissiez du coup, avec des revenus suffisants,
développer ce que vous faites, dont on voit bien que certains sont quand même très qualitatifs et donc certainement doivent coûter cher. Le problème, effectivement, c'est celui que Pierre cite, hein, c'est comment on fait après pour ne pas être dépassé par son succès. C'est très compliqué et c'est vraiment ça, à mon avis, l'exemple, c'est forcément une gouvernance intégrée. Il y a des exemples en mer, par exemple, comme les parcs marins, où, en fait, sur un territoire donné, les acteurs, les élus, les riverains, les habitants décident ensemble du projet de développement et donc acceptent ensemble que c'est du plus pour tout le monde, mais pas un profit majeur pour un grand hôtel machin, et puis tout le monde qui subit les conséquences, mais une façon de gérer le territoire qui fait que tout le monde y trouve son compte, mais sans doute chacun un peu moins que s'il avait été le leader du lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, peut-être que petit à petit, on pourra aussi un jour aller vers ça. En tout cas, nous, notre idée, grâce à vous, hein, c'est de construire autour de chacun d'entre vous, avec vous, des bouts de territoire qui soient des territoires un peu emblématiques, expérimentaux, initiatiques, chacun avec vos spécificités, hein, c'est ça aussi qui est super intéressant, et ben, des territoires d'écotourisme équilibrés, quoi. Donc, et c'est tous ensemble, avec ce qu'on fait là, ce qu'on va faire demain, qu'on arrive à... Tout le monde est utile, si vous voulez, voilà, pour qu'on arrive à construire ça durablement. Merci Anne-France, merci beaucoup. On se retrouve demain matin à 9h, hein, tous les deux, tout le monde. Je suis désolée, il faut que je vous quitte, c'est pour ça. Bon. D'accord. Philippe, tu peux intervenir avant Guylaine ou tu es là ou pas? Guylaine est là, ça c'est sûr. Est-ce que Philippe? Non, bon, ou alors il n'a pas la main, je ne sais pas. Guylaine, au niveau de la gouvernance et de la pertinence de mobiliser les élus locaux, comment ça se passe selon toi? Eh bien, bon, avec l'expérience que j'en ai, il y a plusieurs types d'élus. Il y a les élus qui sont convaincus et des élus qui sont à convaincre. Donc, les élus convaincus, d'habitude, souvent, ils accompagnent bien sûr les projets. Et je trouve que Hassan a tout à fait raison là-dessus quand il dit qu'il faut aussi que les conditions d'aménagement du territoire permettent à ces entreprises de vivre, hein, comme n'importe quelle autre entreprise. C'est-à-dire que les conditions environnementales, les conditions de services publics, etc., puissent complètement accompagner les projets. Et ça, si l'élu qui gère le coin est convaincu, ça se passe bien. Et donc, il y a aussi les élus qui sont à convaincre. Et puis, il y a aussi les élus qui ne savent pas. Et donc, la sensibilisation, et ça, c'est tout le travail aussi, je pense, qu'une association comme Défimed doit faire, c'est-à-dire aller convaincre et justement, avec tout le travail qui est fait lors des universités, montrer que là, cet endroit, ça marche, ça, donc amener la force d'exemple pour pouvoir convaincre. Et surtout, il faut bien peser. Et là-dessus, je crois que c'est Pierre-Yves qui en parlait tout à l'heure et qui parlait de l'aspect économique. Et l'aspect économique est très, très important. Justement, je rappelle que quand même, l'écotourisme, c'est bien sûr protéger la nature, c'est une manière durable d'avancer, mais dans le durable, il y a aussi toute la partie économique et sociale. Et donc, ça veut dire aussi préserver et même développer harmonieusement des territoires qui aujourd'hui sont en train de dépérir. Donc, on le voit là par exemple avec le Jas du Rocher, par exemple, qui s'installe, ils sont en train de s'installer donc dans ce qu'on appelle le moyen, voire le haut pays des Alpes-Maritimes. Et ce sont des endroits qui, pour l'instant, sont quand même qui sont à développer harmonieusement et qui ont des potentiels très, très intéressants. Donc voilà, donc ce que je dis, c'est qu'il y a des élus qui sont convaincus et dans ce cas-là, il faut absolument les associer rapidement au projet et surtout leur présenter les projets quand il y en a besoin. Je sais que par exemple, dans le sud-ouest de la France, il y a quand même énormément de choses qui sont déjà faites dans ce domaine-là. Je sais que dans les Alpes-Maritimes, où nous sommes, où Tony est, je pense que Tony, c'est un exemple formidable parce qu'il est vraiment sur la frange littorale et en plus, il est dans un tissu qui est pratiquement urbain.
Donc, on est vraiment dans des conditions qui sont des conditions aussi. Un deuxième élément du tourisme durable, c'est développer un nouveau tourisme dans des régions, et on le voit avec le Maroc et la Tunisie aussi, des régions qui ont une image de tourisme balnéaire de masse. Et là, on a vraiment quelque chose à développer et à développer des offres qui sont alternatives et surtout qui sont très, très séduisantes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées et surtout beaucoup de valeurs. Ça n'est pas que de l'économie, tout ça, c'est porté par des valeurs. Je ne sais plus lequel d'entre vous l'a dit, mais je crois que c'est Hassan qui a parlé de ça. Et on le sent chez chacun, il y a toujours ces valeurs. Et d'avoir un projet complexe, un projet de développement durable total, c'est-à-dire qui va des eaux usées jusqu'à la protection de la nature, l'énergie, etc. Il y a vraiment tout ça. Donc, ce sont de très, très beaux modèles d'entreprises qui sont celles dont on a besoin maintenant, je pense. Très bien. Bon, si Philippe, tu ne peux pas, pour toi, je te donne la main. Donc, si tu n'arrives pas à activer ton micro, j'espère que tu y arriveras demain. Je te poserai la question demain, à ce moment-là, par rapport à l'itinéraire culturel européen. Est-ce qu'on peut imaginer rassembler aussi directement des producteurs modèles d'écotourisme? Annabelle nous fait un témoignage intéressant. D'ailleurs, Annabelle, je t'ai donné le micro. Eric, Ah, Philippe, Eric, oui. C'est qui? Eric, allô? C'est Scander. Oui, Oui, Scander. Eric, excusez-moi, vous savez qu'on a le couvre-feu en Tunisie, donc je dois partir sur Tunis. Donc, Très bien, bien évidemment, et de toute façon, on va s'arrêter dans 5 minutes. Hein. Eh ben, un grand merci, j'attends. Scander. Ça a été vraiment un plaisir, en tout cas. Merci à vous, merci à tout le monde. J'espère vous voir un jour en Tunisie et discuter un peu plus. On devait y être avec Anne-France au mois d'octobre, mais il semblerait qu'on n'ait pas pu. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais il s'est passé quelque chose dans le monde, un truc bizarre, quoi. On espère. À l'année prochaine, j'espère, Scander. Au revoir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Oui, Annabelle, juste, tu peux dire un petit mot, effectivement. Est-ce que toi, tu peux dire, parce que ton témoignage est intéressant, est-ce que toi, tu peux dire que la Corse est vraiment investie au niveau de ton territoire? Complètement. Alors, c'est une initiative qui est partie de la communauté de communes, justement, qui a répondu à un appel à projet européen, donc avec le programme LEADER. Et il y a un comité de pilotage qui s'est organisé avec des acteurs privés et publics. Donc privé, ça peut être des habitants du territoire ou des professionnels, et public, donc des élus. Et c'est donc ce programme européen qui finance toutes les initiatives en matière d'écotourisme. Et aujourd'hui, on a un réseau d'environ une 50aine d'acteurs engagés, donc des restaurateurs, des hébergements, des artisans, des producteurs. Et moi, je travaille en partie à animer ce réseau. Et on peut vraiment dire que les politiques ont saisi l'enjeu, la pertinence et s'impliquent, ou est-ce que c'est de la façade? Pardonne-moi, hein, je ne sais pas du tout une critique, mais est-ce qu'on est plutôt on est vraiment dans un engagement sur une stratégie écotouristique? Complètement, tout à fait. Bah, très bien, c'est un témoin. On t'écoutera vendredi matin, Annabelle, sur le retour de cette magnifique expérience des FIMED Jeunes. Mais merci pour ton témoignage, parce que ça peut être une piste aussi comme modèle pour des FIMED. Et on sait qu'on est très en lien avec vous, avec Valérie aussi, Nicolas. Donc, on verra comment on pourrait coopérer l'année prochaine pour s'inspirer peut-être tout simplement de ce que vous faites, en sachant que des FIMED a été retenu dans un leader aussi pour la Provence verte, donc Sandbaum. Donc, on verra ce que ça donnera par rapport à un observatoire de l'écotourisme. Ferdinand nous pose la question: comptez-vous faire des partenariats avec les pays du Sud? Alors, les pays du Sud, c'est pour nous l'Afrique du Nord. Je sais, Ferdinand, je crois me souvenir que vous devez intervenir d'Égypte. Donc oui, l'Égypte peut être intégrée tout à fait. Et pour 2022, il y a déjà des pistes en ce sens. En tout cas, DefiMed ne fonctionne que sous forme d'animation de réseau euro-méditerranéen. Il n'est pas question, nous ne sommes pas circonscrits à un territoire ou à un pays. Nous travaillons en lien toujours, et on le voit encore aujourd'hui, à travers plusieurs pays. Écoutez, je pense qu'on va terminer, parce que nous sommes arrivés au bout de notre… On pourrait discuter pendant des heures, ça je n'en doute pas.
Merci Annabelle pour le lien. Et oui, Ferdinand, j'ai gagné. Donc, vous êtes en Égypte. Bah, écoutez, salutations. Moi, je pense j'espère que Yves Durand, qui a gentiment accepté de faire la synthèse pour l'atelier de demain matin. Donc, chaque atelier a sa synthèse qui est donc effectuée par un bénévole qui le rapporte à l'atelier suivant pour que l'atelier suivant puisse s'amorcer avec ce qui a été dit précédemment. Donc, merci Yves, c'était très riche. Alors, j'espère que tu t'en sortiras, mais à ta disposition, bien sûr, si tu veux des compléments d'infos. Je crois qu'on a eu un bel échange, enfin, je l'espère, c'était très clair. Et en tout cas, vraiment rendez-vous avec les producteurs pour vous consulter sur ce mois de l'écotourisme euroméditerranéen, dit comme ça, alors visant le mois d'octobre. Dit comme ça, ce n'est pas une opération com, c'est une opération pédagogique qui se veut de sensibilisation des pouvoirs publics et des visiteurs dans une manière d'appréhender l'écotourisme qui soit moteur de nos développements et de nos transitions. Donc, on n'est pas dans une pure promotion com, aucun intérêt pour Défimed, mais en revanche, on est bien là sur vos valeurs qu'il faut absolument disséminer, mutualiser et découvrir d'autres productions qui pourraient vous rejoindre et renforcer un petit peu ce témoignage. Donc, je crois qu'il y a un virage à prendre. Pour cela, on mise sur un investissement important des réseaux sociaux et de la société civile, effectivement. Je fais un petit coucou à André Jaunet, qu'on reverra demain, qui interviendra sur le crowdfunding. On a des choses à faire, on le sait, avec André là-dessus, avec Philippe et Nicolas. Je crois que j'ai vu Nicolas aussi avec le ministère de la Culture. On doit travailler sur ces savoir-faire, sur ces patrimoines immatériels et naturels. Et je vais m'arrêter là et ne pas trop vous encombrer de mes paroles déjà grandes. Et puis vraiment, merci. On garde le lien et puis peut-être dès à demain avec tout le monde. Hein, vous pourrez peut-être vous reconnecter. Ça sera avec un très, très grand plaisir. En tout cas, c'est une expérience insolite que d'animer en aveugle. Mais je préfère quand même vous voir et être en contact avec vous. Mais vraiment, c'était une belle après-midi. Ça commence bien. Et j'espère que ça continuera comme ça. Voilà. À très bientôt à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo, merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir.